du Taureau à l'ère du Bélier, les cycles qui impactaient le processus d'évolution. Après cet apprentissage de la raison, et cet entraînement destiné à contrôler les sentiments, les émotions et les pensées, les élèves consacraient 7 années supplémentaires à l'exercice de leur cerveau droit, à l'intelligence du cœur, pour comprendre la différence entre la pensée et la méditation. Le temple de Karnak, le plus grand d'Égypte, était dédié à la conscience, à l'analyse des forces qui la façonnent, à la compréhension du processus d'évolution et aux moyens de l'accélérer en se concentrant sur les concepts, les mots, les sentiments, les points exacts ou les mouvements. Les élèves apprenaient à se concentrer sur eux-mêmes, afin de différencier le surmoi du moi, à s'identifier à un être ou à un objet extérieur, jusqu'à ce qu'ils sentent ou qu'ils deviennent ce à quoi ils pensent. Ils se livraient à des exercices de télépathie. D'abord dans des conditions de proximité physique, puis à distance, à une certaine heure de la journée, jusqu'à ce qu'ils apprennent comment communiquer mentalement à n'importe quel moment. On leur enseignait une certaine conception du temps, et ils apprenaient à vivre comme si celui-ci était un éternel présent. Ils comprenaient que la pensée consiste à comparer pour savoir, et que lorsque l'on sait tout, il n'y a plus besoin de penser ou de comparer. Ils apprenaient à modifier leur niveau vibratoire, pour maîtriser les circonstances extérieures, en atteignant un équilibre émotionnel par une décision mentale intérieure. Chaque temple possédait 3 niveaux d'information. Ainsi, ces informations pouvaient être révélées simultanément à des hommes qui n'étaient pas au même stade d'évolution. Le premier niveau était la transmission des informations élémentaires au peuple. Chaque temple avait une histoire simple, pleine de symboles et de personnages fantastiques. Un théâtre sacré, facile à comprendre. Les idées étaient exprimées dans des mythes sous la forme d'histoires. Le mythe, histoire fantastique, était une méthode de révélation du monde à l'homme qui ne pouvait le comprendre qu'imparfaitement. Les mythes ne sont vivants que parce que l'on croit en eux. Ils font intervenir des personnages qui possèdent des caractéristiques symboliques, avec des formes qui permettent d'identifier leurs fonctions et leur activité principale, qui prennent part à des histoires simples, à des paraboles, qui révèlent la réalité de la nature humaine sans avoir recours à l'aridité ou l'abstraction de la philosophie ou de la métaphysique. Le peuple avait ainsi accès au sacré en écoutant l'histoire de chaque temple, en connaissant les forces et les faiblesses de chaque personnage, les problèmes qu'il rencontre et la manière de les résoudre. Un second niveau d'information était réservé aux disciples, des êtres spirituellement plus avancés, à qui les mêmes thèmes sacrés étaient expliqués, mais d'une manière plus complète et concrète. À cette fin, on gravait les scènes descriptives des mythes sur les murs du temple. Chaque personnage était expliqué. On apprenait ce qu'il symbolisait, l'étape du processus d'élévation qu'il représentait, pourquoi il avait telle forme, telle attitude et telle fonction. La sagesse des prêtres de l'œil d'Horus apparaît clairement dans l'histoire racontée dans chaque temple, dans les formes qu'ils utilisaient comme symboles.
Simplement en les voyant, on comprend les actions qu'ils représentent ou les bienfaits obtenus par leur réalisation. En utilisant comme symbole des hommes à tête d'animaux, ils en font des concepts qui évoquent les caractéristiques de chaque animal et qui permettent de saisir la fonction de cet animal dans l'univers. Un homme à tête de chacal possède les caractéristiques de cet animal, comme par exemple son sens inné de l'orientation dans le désert. En suivant ses pas, on arrive toujours à une terre fertile. C'est un excellent guide. Chaque symbole permet une compréhension facile. La simple forme d'un oiseau évoque le vol, la liberté. Un disque solaire au-dessus de la tête d'un homme indique sa clairvoyance, sa sagesse, son savoir, son degré de conscience. Les Égyptiens étudiaient les animaux et les insectes en détail. De cette façon, ils ont acquis une grande connaissance de leur vie, de leurs activités, de leurs caractéristiques vitales, de leurs habitudes, de leurs régimes alimentaires, de leur temps de gestation, de leurs pratiques sexuelles, de leurs principales raisons d'être. Ils choisissaient les animaux les plus doués pour représenter une action vitale et son impact sur l'univers. L'évolution du ver, qui rampe et se tortille avant de devenir un papillon. De tous les oiseaux, le faucon possède la meilleure vue. Il a un cerveau optique parfaitement développé. C'est pourquoi il est choisi comme symbole de cette fonction vitale, la vision. Un personnage humain à tête de faucon est un être qui voit tout, qui domine le paysage et voit tous les détails d'un objet qu'il regarde. Ces personnages, appelés dieux ou néthers par les égyptologues qui pensent que les Égyptiens étaient polythéistes et vénéraient les animaux, représentaient seulement une fonction vitale, un être au monde qui se transforme et s'améliore. Chaque action importante de la vie est représentée par un symbole, qui indique la transformation essentielle qui se produit chez l'individu qui l'exécute, ce à quoi il arrive. 2 bras signifie l'adoration. 2 jambes, l'action de marcher. 1 bouche, le fait de parler. Et, enfin, au 3e niveau d'information, chaque temple conservait une sorte de code secret contenu dans son symbole. Ce secret était connu uniquement par les prêtres de haut rang et les grands maîtres, et donnait des informations sur les forces et énergies fondamentales, sur la manière de les contrôler et de les utiliser pour servir leur peuple.